1793, 1871, 1917, mais ça n'est pratiquement plus abordé dans les programmes scolaires, ou sous un angle, mais alors tellement déformé qu'on ne peut que les rejeter en bloc quand on n'a rien entendu d'autre dans sa vie. J'étais en train de regarder l'autre jour le Nathan de 4e, donc l'édition Nathan, 2 pages sur Robespierre, mais on frémit quand on lit ces 2 pages-là. Et c'est toute la propagande anglaise, anti-révolutionnaire de l'époque qu'on trouve sur ces 2 pages-là. Voilà. Donc pour tout le monde, 1793, c'est la guillotine, 1871, la Commune, Paris à feu et à sang, 1917, alors là, la terreur rouge, bon voilà. Donc je vais revenir 2 secondes sur la Révolution française, parce qu'il y a eu plusieurs trucs là, ces dernières semaines, qui font que je me suis dit, ces dernières semaines, ces derniers mois même, qu'il faut revenir un petit peu là-dessus. Alors, j'ai commencé par 2 choses, la Marseillaise et le drapeau bleu, blanc, rouge, avant de parler, on va dire, de la Révolution elle-même et des personnages. Vous avez sûrement vu souvent dans des matchs de foot, des pauvres joueurs multimillionnaires refuser de chanter cette chanson absolument raciste, etc. Vous avez peut-être vu, il n'y a pas longtemps justement, ça a fait le buzz sur la toile, ce beau garçon d'ailleurs, quel dommage, et artiste, Lambert Wilson, dire qu'il refusait de chanter ce chant guerrier aux paroles épouvantables, sanguinaires, d'un autre temps, raciste et xénophobe. Eh bien, écoutez, ce pauvre type fait là la démonstration de toute l'étendue de son ignorance crasse. Et si les enseignants n'avaient pas été formatés comme ils le sont depuis 30 ans, effectivement, on n'entendrait pas de telles inepties encore aujourd'hui. Voilà. Loin d'être un chant xénophobe et raciste, la Marseillaise est un chant patriotique. Voilà, il y a quelques jours de cela, des jeunes qui sont venus nous trouver, enfin qui sont venus trouver nos jeunes, on va dire, et qui leur ont dit: si on vous entend chanter la Marseillaise, on casse la gueule. Donc c'est dire à quel point on en est arrivé, effectivement. Ils ne savent même plus qu'effectivement ce chant-là a été composé dans un contexte très précis de guerre, d'invasion du territoire, où ça allait vraiment pas bien du tout. Et donc ce chant-là, c'est un chant effectivement guerrier, oui, mais c'est une exhortation au combat contre la tyrannie, contre l'invasion étrangère. C'est un chant qui appelle les Français à lutter, évidemment, à l'époque, contre les envahisseurs prussiens et autrichiens, qui étaient désireux donc de fortifier Louis XVI. En fait, ceux qui ont lancé, on va dire, l'idée de faire cette guerre, ce sont les Girondins, pour ceux qui savent un petit peu, voilà, la Révolution française, et Louis XVI, en disant oh oui, vraiment, ils sont méchants ces gens-là. Louis XVI, je vous signale, il venait de s'enfuir l'année d'avant, hein. Et donc on a essayé de faire croire qu'il avait été relevé. Et donc il a joué là-dessus en disant: oh là là, heureusement, hein, vraiment, on a réussi à me ramener parce que vive la France, hein. Et donc évidemment ça n'a pas beaucoup pris, mais du coup il a dit: il faut absolument se battre contre ces gens qui veulent détruire la France. Tu pars trop content de se dire: je vais peut-être pouvoir récupérer mon trône. Et c'est comme ça donc que cette guerre a commencé en avril 1792. Et c'est en août 1792 donc que les troupes évidemment ont commencé à se battre. Entre avril et août 1792, ça ne se passait pas du tout bien pour les troupes françaises. Et du coup évidemment la colère est montée, on avait l'impression d'être trahi chaque fois qu'on attaquait quelque part. Les Prussiens attendaient, les Autrichiens attendaient, etc. Donc Louis XVI avait perdu son pouvoir absolu, il espérait le récupérer. Et donc, voilà, on entend des paroles, et effectivement, la fameuse strophe qui fait monter tout le monde au cocotier, le sang impur qui abreuve, nous, ça fait couler, je dirais pas de l'encre, hein, parce que c'est sur Internet, mais qui a fait couler des pages et des pages sur Internet. Alors il y a tout un tas évidemment de théories, bien entendu celle qui court le plus souvent encore aujourd'hui, ça prouve l'ignorance des gens, c'est que c'est un chant raciste et xénophobe, puisque le sang impur serait celui donc des étrangers. Ça prouve là toute l'ignorance de ceux qui le disent, hein. Et je vais vous en faire la démonstration. Pour pas mal d'autres personnes, et ça on le lit encore beaucoup effectivement sur Internet, c'est peut-être pas faux, les nobles étant le sang bleu, le sang pur, par dérision, ceux qui ne l'étaient pas se sont appelés le sang impur. Donc en abreuvant les sillons de France, ils versaient de façon sacrificielle leur sang pour sauver la France. En réalité, bon, c'est vrai que quand on lit les textes de l'époque,
que ce soit donc Marat, que ce soit des volontaires, que ce soit tout un tas d'autres textes, le sang impur qui est versé, c'est celui des traîtres à la patrie, en particulier de l'aristocratie. Je vous lis effectivement, depuis 1789, avant de vous lire un extrait, depuis 1789, il faut se rappeler que bon nombre de nobles, très courageusement, avaient mis les bouts et s'étaient enfuis de l'autre côté de la frontière à Coblence, où ils s'étaient retrouvés et évidemment s'étaient mis en quelque sorte à la tête des troupes qui devaient réattaquer la France. Vous pensez bien que ce n'est pas pour sauver la Révolution. Bien. Et donc, pour les révolutionnaires, ces gens-là sont des traîtres et puis des gens éminemment dangereux. Donc, parlant de sang impur, ça fait dire à Marat, Marat donc qui est un révolutionnaire, verser quelques gouttes de sang impur pour éviter d'en verser de très pur, c'est-à-dire d'écraser les principaux contre-révolutionnaires pour sauver la patrie. Puis on a trouvé un courrier de volontaires qui écrivait au maire de Lunéville en lui disant « Notre désir, c'est d'être volontaires combattants, notre désir est d'abreuver nos frontières du sang impur de l'hydre aristocratique qui les infecte. » Voilà, donc il est bien là question des traîtres contre la France et pas forcément des étrangers. Alors justement, qui, ces traîtres, vont-ils trouver face à eux? Les patriotes, prêts au combat ultime pour libérer leur pays du joug despotique. C'est ça, le sang impur qui abreuve nos sillons. Et il n'y a que des vignares pour y voir là des paroles racistes et xénophobes. Et en plus, en général, ils connaissent que le refrain. Quand on les entend, c'est que le refrain. Alors je vais vous lire, si vous permettez, un petit couplet qui est beaucoup moins connu du grand public et qui prouve que la Marseillaise n'est ni un chant raciste, ni un chant xénophobe. Un petit peu plus bas, il est dit « Français, en guerriers magnanimes, portons ou retenons nos coups, épargnons ces tristes victimes à regret sarment contre nous. » Mais donc pas question de tuer tous les étrangers qui vont arriver, parce qu'on sait bien qu'effectivement ils ont été enrôlés de force dans leurs armées. Et on sent même là toute la fraternité qui unit tous les soldats français à ces pauvres soldats étrangers, donc enrôlés de force. Et encore une chose, pour prouver qu'en aucun cas ce chant n'aurait pu être accepté s'il avait été raciste ou xénophobe, puisque le 26 août 1792, il y a un décret de loi de l'Assemblée nationale relatif au titre de citoyen français qu'on allait décerner à tous les étrangers qui se seraient distingués par leurs actions en faveur de la liberté, de l'humanité et des bonnes mœurs. L'Assemblée nationale, considérant que les hommes qui par leurs écrits ou par leur courage ont servi la cause de la liberté et préparé l'affranchissement des peuples, ne peuvent être regardés comme étrangers par une nation que ses lumières et son courage ont rendu libre. Voilà. De surcroît, si je prends maintenant l'historique de la Marseillaise, savez-vous qu'à la fin du XIXe siècle, dans la Russie tsariste, ceux qui chantaient la Marseillaise, parce que c'était considéré comme un chant révolutionnaire, étaient arrêtés et déportés dans les bagnes du tsar en Sibérie. Du coup, en 1917, les révolutionnaires bolcheviques ont pris la Marseillaise comme hymne national. Ça a été remplacé plus tard par l'Internationale. Savez-vous que les nazis fusillaient, comme les 27 de Chateaubriand, ceux qui chantaient la Marseillaise, et que ceux qui étaient fusillés, ils chantaient deux chants avant d'être fusillés, la Marseillaise et l'Internationale, avant d'arriver au peloton d'exécution. Savez-vous que le 24 janvier 1943, il y a eu 230 femmes françaises qui ont été déportées et qui sont arrivées à Auschwitz-Birkenau. Il y avait des gaullistes, il y avait des communistes, il y avait des femmes de résistance, etc. Et quand elles sont descendues du train, elles ont dû passer des cohortes squelettiques qui allaient au travail. Et en les voyant, elles ont compris qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir là-dedans. Et pour se donner du courage, elles ont chanté la Marseillaise. Voilà. Alors quand on vient nous dire « Vous chantez la Marseillaise, je vous casse les gueules », il faudrait savoir exactement de quel côté de la barrière on se situe. D'accord? De quel côté de la barricade on est. Parce que la Marseillaise est et est restée un chant révolutionnaire. Et pour vous dire, l'Internationale, les paroles de l'Internationale écrites par Potier en 1871 au moment de la Commune, s'appliquent complètement sur la musique de la Marseillaise.
on peut chanter les paroles de l'Internationale parce qu'elles ont exactement la même coupe que la coupe de la Marseillaise. Drapeau bleu, blanc, rouge maintenant. Alors là aussi, l'ignorance porte même certains à déchirer les drapeaux bleu, blanc, rouge. Je ne parle pas des mecs, voilà, je parle des gens se croyant révolutionnaires qui déchirent les drapeaux bleu, blanc, rouge. Alors ça, c'est le comble de la bêtise et de l'ignorance. Mirabeau disait en 1791, en parlant de ce drapeau, qu'il serait le signe des amis de la liberté sur toute la terre, celui de la terreur des conspirateurs et des tyrans. Un grand nombre de résistants de la Deuxième Guerre mondiale, d'origine étrangère, qui faisaient partie de ce qu'on appelle les FTP-MOI, les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, dont a fait partie mon père, se sont battus pour les valeurs dont il est porteur. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont donné à leur bataillon des noms issus de la Révolution française, comme Carmagnole, Liberté, Marat. Carmagnole, c'est à Lyon, Liberté, c'est à Grenoble, et Marat, c'est à Toulouse. Bon nombre d'entre eux, morts fusillés ou morts sous la torture, sans avoir lâché un seul mot à leur bourreau, auraient considéré comme un honneur d'être enterrés dans un drapeau tricolore. Mon père, qui a 91 ans, qui est un vieux jeune résistant au cœur neuf, aimerait être mis en bière, habillé de ces deux drapeaux. Il le dit toujours, lorsque je mourrai, je veux être enterré avec les deux drapeaux, rouges et tricolores. Ah oui, mais d'accord, vous me direz, oui, mais enfin, c'est aussi quand même le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau des Versaillais, qui ont écrasé la Commune, celui de Pétain et des nazis, enfin des valets des nazis, celui que les troupes coloniales plantaient crânement sur les terres des Noirs, des Arabes, des Alamites, celui que les Le Pen, père et fils, arborent dans leurs odieuses manifestations. Alors du coup, parce que ces gens-là ont bafoué le drapeau bleu, blanc, rouge, il faudrait le jeter aux orties. Comme un père qui rejetterait sa fille parce qu'elle a été violée. Ça n'a pas de sens quand même. Il ne faut pas oublier, et il ne faudra jamais l'oublier, ce chant et ce drapeau sont porteurs d'idéaux révolutionnaires, porteurs de valeurs universelles. Elles n'ont rien de chauvin, ni de nationaliste. Et elles ont pour essence la liberté, l'égalité, la justice et la paix. Ouais, la paix. Même si la Marseillaise est un chant qui a été composé en tant que chant de marche pour l'armée du Rhin, donc c'est un chant de guerre, bien sûr. Mais, et pour certains encore aujourd'hui, c'est un chant de haine, mais c'est qu'ils ne connaissent pas un couplet, le 15e, parce qu'il y a 15 couplets dans la Marseillaise, donc les 6 officiels que tout le monde connaît, enfin, que tout le monde connaît. Je m'avance là. Mais je vais vous lire la fin. Soyons unis, tout est possible, nos vils ennemis tomberont, alors les Français cesseront de chanter ce refrain terrible aux armes citoyens. Voilà, donc si ça c'est un chant de guerre, c'est un chant de haine plutôt, pardon. Voilà ce que tous ceux qui abordent ce chant, tous ceux qui traitent le drapeau tricolore de torche-cul, devraient savoir si les jeunes étudiants avaient été correctement formés à leur futur métier d'enseignant et si tous nos élèves, modestement, avaient ce type de four. Voilà. Alors évidemment, pourquoi donc tous les professeurs, bon nombre, enfin tous non, malheureusement, les bon nombre d'entre eux ne connaissent-ils pas cela? Et là, j'en reviens à mes historiens. Voilà. Donc à partir de la moitié des années 70, il y en a un qui a fait, c'est le cas de le dire, Führer, non je rigole, c'est François Furet, qui est un ancien communiste et qui de toute évidence voulait faire carrière, et il a initié toute une école historique anti-marxiste. Moi j'étais élève de Soboul, qui était donc mon professeur d'histoire de la Révolution française. Et à l'époque, il y a donc François Furet qui a polémiqué avec Soboul. Et donc, François Furet a donc initié cette école d'histoire avec Stéphane Courtois, avec Annie Kriegel, tous d'anciens communistes, qui ont bon repenti et désireux d'accéder à des postes prestigieux qu'ils ont eu d'ailleurs de l'université, et oublieux de toute probité intellectuelle, s'éloignant ostensiblement des méthodes scientifiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, de recherche
archivistiques, se sont lancés à cœur perdu dans une immense œuvre de propagande visant au dénigrement systématique de la pensée révolutionnaire. Et quand je dis au milieu de toute probité intellectuelle, c'est pas en l'air. Hein. Alors je vais prendre le cas Furet. Furet qui a fondé en 1982 la fondation Saint-Simon. Je vous recommande vivement de cliquer ça sur internet, et puisque s'informer fatigue et que je ne vais pas avoir le temps moi de vous raconter tout ça, de regarder cette brillante fondation Saint-Simon. Donc fondée en 1982, c'est une association, je lis, chargée de favoriser la rencontre entre les chercheurs en sciences sociales et les acteurs de la vie économique et sociale, et de diffuser auprès du public les connaissances produites par les sciences humaines et sociales. La mise en place, je vais faire comme à l'école, la mise en place du réseau Saint-Simonien, et donc, attention, je vous le donne, le résultat d'une rencontre, puisqu'ils ont fondé ça à plusieurs, entre François Furet, d'accord, le porte-parole de l'époque de la CFDT, Pierre Rosanvallon, à qui ça a réussi d'ailleurs, puisqu'il est devenu professeur au Collège de France, puis on passe poste-là à moi, deux personnalités du monde économique, l'ultra-catholique Roger Fauroux et le très influent conseiller du patronat français Alain Minc, que certains d'entre vous connaissent.